Alors bonjour et bienvenue à la 40e édition de FNC, Festival Nouveau Cinéma. Bienvenue au forum. Et on est ce matin avec un bel panel, les financements de cinéma d'auteur, modéré par Ilan Ijira, producteur et responsable de la plateforme Olfi. Et avec nos intervenants, Pauline Couture de Bloc Film Ontario, Anne-Marie Gélinas, productrice de Emma Film, Nathalie Clermont, vice-présidente programme et développement d'affaires Fonds Média Canada, et Marie-France Godbout, directrice nationale d'un métrage marché francophone chez Téléfilm Canada, et Joanne Laroux, directrice nationale d'un métrage marché francophone Sodec Québec. Et bonjour à tous, je vais laisser la parole à Ilan. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce panel. Je vois qu'on est déjà quand même un certain nombre. Donc, merci beaucoup. Merci aussi au festival de me proposer d'animer ce panel. Alors, moi, je suis un producteur français. J'ai un petit peu travaillé avec des partenaires canadiens. J'ai la chance de connaître un petit peu le système canadien et tout ce qu'il offre, puisque j'anime la plateforme Olfi. Et je trouvais intéressant de proposer alors à une productrice, à une nouvelle plateforme de blockchain qui s'est lancée au Canada, et au principal responsable de l'industrie, la FMC, Téléfilm, la Sodec, de pouvoir discuter ensemble du financement des films d'auteur. Alors, la première question que j'aurais à poser, puisque pour nous, en France, cinéma d'auteur, ça veut dire cinéma un peu confidentiel. Hein, on utilise assez peu le terme, en fait. Ma première question, c'était peut-être de poser, de demander peut-être à Joanne, à la Sodec, ce que c'est pour la Sodec le cinéma d'auteur. Et puis je poserai également la question à Anne-Marie, qui est une productrice et qui pourra nous dire ce qu'elle entend par cinéma d'auteur. Voilà. D'accord. Bien, c'est la question à 100 piastres, comme on dit chez nous, parce qu'il y a des débats autour de la définition de ce terme-là depuis très, très longtemps et on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Mais disons que le cinéma d'auteur, dans la tête de la plupart des gens, c'est effectivement, comme tu l'as dit, un cinéma un petit peu plus confidentiel. Chez nous, ça ne veut pas dire ça. Pour nous, un auteur, c'est un cinéaste qui a une œuvre, qui a une vision, qu'il construit de film en film et qu'elle construit de film en film, et qui se fait à petit ou à gros budget, qui se fait avec sa propre compagnie s'il se produit lui-même, elle-même, ou avec une compagnie établie avec un autre producteur. Donc, pour nous, le cinéma d'auteur, c'est très, très large. Les Denis Arcand, Xavier Dolan, Micheline Langto de ce monde déposent à la Sodec dans le programme d'aide qui finance des films à gros budget. Mais il y a aussi Denis Côté et compagnie qui déposent à petit budget parfois, à gros budget parfois aussi. Donc, je vous dirais que la grande majorité de notre budget annuel est dédié au cinéma d'auteur, qu'il soit court-métrage, long-métrage, fiction, animation ou live action. On finance essentiellement du cinéma d'auteur. Il y a très peu de films québécois qui, bon an, mal an, font un tabac au box-office. Je pense qu'on s'entend depuis au moins 40 ans que ce qu'on finance, c'est du cinéma d'auteur. C'est une cinématographie nationale qui a une vision du monde, et on finance des cinéastes qui ont quelque chose à dire. C'est ma réponse. Je dirais, moi, voyant le cinéma canadien et plus particulièrement d'ailleurs québécois, très bien représenté à l'international, qu'effectivement, c'est un cinéma qui est soit très ouvert sur le monde, soit qui vient interroger des réalités locales et parfois d'ailleurs aussi des questionnements sur les communautés autochtones, sur différents sujets. Alors, je vais me tourner vers Anne-Marie. Est-ce que, Anne-Marie, quelle définition tu nous donnerais, toi, du cinéma d'auteur? Bien, en fait, je suis totalement ce que Joanne vient de dire parce que le cinéma d'auteur, ça peut regrouper beaucoup de genres de cinéma.
Pour moi, le cinéma d'auteur, justement, ça peut inclure le cinéma de genre. Le film, dans la définition que Joanne a donnée, le film que j'ai fait, Turbo Kid, et du cinéma d'auteur, puisque les auteurs ont une signature très particulière et ils ont quelque chose à dire. C'est ça. Donc, c'est la différence avec le cinéma je pense que la différence qu'on préfère, c'est le cinéma de commande, que je fais aussi parfois. C'est-à-dire que je vais développer un projet moi-même avec un scénariste, un win scénariste, et trouver un réalisateur pour entrer dans l'activité de faire un film, mais c'est essentiellement une vision de producteur. Donc, ce n'est pas le cinéma d'auteur. Ces films-là sont plus voués au marché commercial directement. Donc, c'est des films pour lesquels je ne ferais justement pas appel ni à la SODEC ni à Téléfilm, en fait. Mais c'est ça. Donc, le cinéma d'auteur, c'est ce que je fais principalement depuis 25 ans. Mon premier film, c'était Zigraille, le film d'André Turpin comme productrice. Et voilà, donc c'est ce que j'aime et c'est ça. Donc, pour moi, c'est un échantillon aussi large qu'on part de Zigraille jusqu'à Turbo Kid et tous les autres films que j'ai fait, presque tous les autres films que j'ai fait entre ça. J'aimerais ça rajouter juste une petite nuance parce que ça m'a frappé pendant que tu parlais, Anne-Marie. Il arrive aussi que le cinéma d'auteur, et c'est de plus en plus vrai, bien que ce soit nouveau comme phénomène, il y a aussi des scénaristes qui ont une vision du monde et qui ne réalisent pas eux-mêmes. Mais si je pense à Marie Vien, par exemple, ou de film en film, même si c'est réalisé par d'autres personnes qu'elle, à un moment donné, on pourra regarder l'œuvre de Marie Vien. Elle a aussi une vision du monde. Donc, même si elle ne réalise pas elle-même, c'est du cinéma d'auteur, mais c'est elle l'auteur. Enfin, voilà. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a aussi une fidélité de la relation entre le producteur et son auteur. Souvent, enfin, quand on regarde ta filmographie, Anne-Marie, il y a quand même des gens avec qui tu travailles très régulièrement. Et donc, de construire aussi une carrière, peut-être, et permettre à une voix de s'exprimer, non pas sur un film, mais sur plusieurs films. Donc, je trouve ça particulier. Est-ce que les documentaires font partie de cet environnement-là alors peut-être, là je vais peut-être me tourner vers Nathalie Clermont ou FMC. Oui, absolument. Nous, on considère certains types de documentaires, évidemment pas tous les documentaires, mais certains types de documentaires comme étant des documentaires d'auteur quand il y a une signature personnelle, en fait, de la part du cinéaste. Absolument, tout à fait. Et évidemment, quand c'est des projets plus factual, comme on dit, c'est quoi la traduction en français? Factuel, non? En tout cas, scientifique ou quoi que ce soit, évidemment, on ne considère pas que c'est des documentaires d'auteur, mais quand il y a la signature personnelle, il y a une vision du monde qui est apportée. Encore une fois, je pense que c'est très bien quand on dit que ça se construit au fil d'une carrière et qu'on reconnaît la signature d'un cinéaste. Ben oui, un documentaire peut tout à fait être un documentaire d'auteur qui soit de format un peu plus court, mais essentiellement long métrage documentaire, en fait, encore plus. Nous, on le considère comme du documentaire d'auteur au FMC, c'est ça, c'est certain. Très intéressant. Alors, parce que moi, ce qui me frappe, c'est la grande liberté qui est laissée aux auteurs au Canada. Et puis par rapport au marché, au système français, il n'y a pas vraiment. Il y a des financements qui sont pour le cinéma ou la télévision, mais les producteurs font les deux. En France, on a encore une espèce de frontière entre le cinéma et la télévision. Les systèmes de financement sont très cloisonnés et donc, quelque part, il faut presque choisir son camp. Alors qu'au Canada, j'ai le sentiment qu'il y a plus de fluidité au niveau des sociétés qui vont faire de l'un et de l'autre. Alors, moi, j'avais une question. Ilan, je dirais, entre les sociétés, oui, peut-être un peu moins. Si on parle des cinéastes en tant que tels, on voit moins de mouvements, je pense, entre la fiction et le documentaire chez les artisans.
chez les réalisateurs qu'au sein des entreprises, probablement. Peut-être que je me trompe, là, mais c'est une impression. Par contre, en fiction, il y a plein de réalisateurs et réalisatrices qui font autant de la télé que du cinéma. Sinon, parce qu'au Québec, on ne peut pas vivre que de cinéma. Que du cinéma, ben non, ça c'est certain. Voilà. Tu as raison. Ouais, je pensais à la fiction et je pensais au fait que c'est vrai que la fiction est très importante au Canada. Vous avez quand même un système télévisuel très important. Alors, le Québec est un cas un peu particulier pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas canadiens, parce que le Québec a quand même une industrie, une identité culturelle extrêmement forte, je crois, par rapport aux autres provinces. On peut le dire, mais je pense qu'il y a quand même une assez grande fluidité entre cinéma et télévision pour la fiction. Alors, je voulais me tourner vers Marie-France de Téléfilm pour savoir, pour mieux comprendre comment Marie-France, tu vois les évolutions du financement de ces films d'auteur au Canada. Est-ce qu'il y a des évolutions récemment? Est-ce qu'il y a des... Alors, je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux programmes. Et du point de vue de Téléfilm, comment est-ce que ça apparaît? Au niveau d'évolution, si on y va par les cinéastes eux-mêmes, donc c'est un choix. Ils peuvent évoluer dans leur cinématographie, dans leur signature. Parce que tout à l'heure, vous parliez de définition, puis tout en vous écoutant parler, je me suis dit, oh my, on n'en a pas comme tel, chacun a la sienne. On peut les diviser par budget. On pourrait dire, par exemple, nous, on a une espèce de ligne médiane à 2,5 millions de devis. On pourrait dire, bon, le cinéma d'auteur, c'est en 2,5 et moins, et le cinéma non-auteur est à 2,5 et plus, ce qui est en fait très faux, puisque cinéma d'auteur, dans le monde de la musique, par exemple, on dit auteur, compositeur, interprète. On n'a pas ce même genre de définition, mais un film scénarisé et réalisé, même si c'est à 8 millions de dollars, c'est un cinéma d'auteur aussi. Alors, pour l'évolution, ben, ça peut aller dans tous les sens aussi, selon l'idée du film qu'un créateur veut faire, selon le mariage entre un distributeur. On n'est pas à Hollywood, on ne fait pas des films de studio, mais il peut y avoir des films de commande. On pourrait avoir une boîte de distribution. Ça s'est vu beaucoup plus dans le passé quand on avait un tout petit peu plus de sous, mais ça s'est vu qu'un producteur commande, va chercher un scénariste pour faire je voudrais faire un film sur, et puis il y a un mariage entre les deux, ou carrément l'idée qui vient d'un scénariste et l'évolution de son film par rapport à ses autres films peut tout aussi bien se faire dans le cinéma dit d'auteur ou peut changer de registre. Il n'y a pas de ligne dans les choix d'un créateur. Je ne pense pas ni Joanne à la Sodec, ni nous à Téléfilm, on arrêterait quelqu'un qui a envie de faire un film complètement différent et commercial. Il n'y a pas de... Je pense que si au Québec et si au Canada, mais je vais parler du Québec, s'il y avait vraiment un vrai cinéma commercial, on saurait où tracer la ligne. Le fait qu'il n'y en ait pas, ou presque pas, fait en sorte qu'on trébuche sur des virgules et des fleurs de tapis en se tirant les cheveux, à savoir c'est quoi du cinéma d'auteur. On ne fait que ça. Je pense qu'on on pourrait partir de là. Tu sais. Indépendamment du budget, vous avez des producteurs qui ont des relations vraiment étroites avec des réalisateurs. Je le remarque quand je parle avec des producteurs canadiens, et québécois surtout, des relations très proches. Et souvent, pour eux, l'enjeu, c'est de garder leurs réalisateurs avec eux, d'éviter qu'ils partent à Hollywood et de rester de garder ce savoir-faire au Canada pour faire des films au Canada ou à l'étranger. Ceci dit, on est très fiers quand ils partent à Hollywood. Hein? En tant que Canadien, en tant que Québécois, on est fiers quand un de nos réalisateurs qu'on a amené, par exemple, son premier film, son deuxième film, et là, tout à coup, on le perd, on est triste, mais avec une grande fierté. On pense à Denis, on pense à Jean-Marc, on pense à Xavier. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Alors, revenons un peu à la question du financement qui est l'intitulé de ce panel. Est-ce qu'il y a des évolutions sur le financement? Moi, j'ai suivi un petit peu pour préparer
cette discussion. J'ai vu qu'il y avait énormément de nouveaux programmes qui ont été annoncés. Alors, je ne vais pas parler des programmes qui sont là pour soutenir l'industrie pendant la pandémie, parce que ce sont des programmes vraiment spécifiques, même si malheureusement les choses ont l'air de s'installer quand même. Mais au-delà de ça, j'ai vu des initiatives, notamment sur le cinéma autochtone, le CMF. J'ai vu pas mal d'initiatives sur les questions de genre, de parité homme-femme. J'ai l'impression que les choses sont effectivement relativement équilibrées aujourd'hui au Canada. Est-ce que peut-être Marie-France, pour Téléfilm, puis on fera un peu circuler la parole, est-ce qu'il y a une logique chez Téléfilm en disant on a besoin de nous aider sur tel ou tel aspect? Il y a une logique d'ailleurs, il y a eu des consultations publiques qui se sont terminées hier. On est à moderniser tous nos programmes pour encore plus rencontrer les objectifs de parité, de diversité. On est exactement là où on doit être, c'est-à-dire à moderniser. On profite peut-être un peu de la calmie présente, qui n'en est pas vraiment une, on n'a jamais autant travaillé. Mais disons qu'on remodernise, on veut s'assurer que la représentativité de tous nos citoyens, de tout le Canada, est bien balancée. Donc, on s'assure par le biais de nouveaux programmes ou de changements de programme de rééquilibrer les choses. Donc, oui, c'est en constante évolution. Je dirais que chaque année, on fait des changements pour s'adapter, pour rencontrer les besoins de la clientèle et de nos obligations. C'est la même... excuse-moi. Oui. Non, vas-y. C'est la même chose au FMC, en fait. Je pense que la diversité des voix est super importante. Évidemment, le multiculturalisme, c'est un peu une des signatures du Canada. Et à travers les programmes, on essaie, en fait, de supporter une diversité de voix, que ce soit au niveau des genres, au niveau de la parité, au niveau de l'inclusion. On a créé plusieurs programmes depuis une dizaine d'années. Quand je suis arrivée il y a 13 ans, on avait 5 programmes. Là, on en a peut-être 30. Wow. Wow. C'est beaucoup, peut-être? Oui, c'est beaucoup. Mais on sentait que c'était nécessaire pour permettre à des gens qui n'avaient pas facilement accès, parce que les critères ne leur permettaient pas d'être compétitifs, en fait, dans les programmes, de créer, en fait, ces programmes-là spécifiques qui s'adressent à des gens qui ont des points de vue différents, qui ont des histoires différentes à raconter et qui veulent, en fait, participer à la diversité de ce qui est présenté au public, puis qui veulent rejoindre des publics qu'on ne rejoint pas nécessairement avec des émissions plus, je ne dirais pas traditionnelles, là, mais en tout cas, qui s'adressent à un public plus large et plus convenu, disons. Je vais ajouter Nathalie. Excuse-moi, Joanne. Non, vas-y. OK. Si je vais ajouter, parce que c'est en rapport à ce que Nathalie vient de dire, justement, moi, cette année, j'ai produit un film qui s'appelle Beans de Tracy Deer. Et, très beau film, d'ailleurs. Très beau film. Merci. Merci beaucoup. Ça nous a pris 8 ans, bout à bout, pour travailler ce film-là. Le scénario avec Tracy, tout ça, c'est un film pas facile à scénariser parce qu'on ne voulait pas raconter toute la crise au cas, on voulait raconter du point de vue de Tracy et du point de vue de elle qui avait 12 ans pendant la crise. Donc, ça a été assez compliqué à faire. On a eu justement beaucoup de support en développement de ce deck de téléfilms du Fonds Howard Greenberg qui, malheureusement, va arrêter ses activités. Là. On espère que non, mais bon. Il y a 8 ans que j'ai commencé à travailler avec Tracy, je lui ai dit, écoute, Tracy, on ne pourra jamais faire ça en haut d'1,5 million, ça va être ton premier long métrage. Et tu es une femme, je suis désolée de te dire la réalité, mais ça va être vraiment dur. On va vraiment travailler fort. Et au fil des années, il y a eu justement ce programme-là. C'est Téléfilm qui a parti le bal avec le... Bien, Sodec aussi, je ne me rappelle plus qui a parti le bal, mais il me semble que c'était Téléfilm. Sodec a suivi très, très rapidement. C'était dans l'air du temps d'essayer d'atteindre 50-50 par l'année 2020. On n'y est pas rendu. Ilan, je sais qu'on a fait peut-être à tes yeux de Français, on a fait des pas de géants. L'année dernière, 7 des 10 meilleurs films étaient des films de femmes. Ouais. Et ça fait du bien aux yeux de voir ça. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire, je voulais juste le dire.
Et je pense que cette année, avec la pandémie, bon, c'est ça. Donc, on a pu réaliser le film avec un bon budget, en grande partie à cause de cette volonté de financer des films faits par des femmes, et aussi par le programme spécial du Fonds canadien des médias qui permet à des longs métrages de langue anglophone qui se tournent au Québec d'avoir un financement supplémentaire sur une télévision. Donc, je sais que vous avez beaucoup de programmes, Nathalie, mais pour les usagers, moi, j'ai utilisé ce programme-là et je trouve ça fantastique parce que ça me permet de rester dans ma province. Je suis québécoise, je veux vivre ici, travailler ici, mais je travaille autant en anglais qu'en français. Et ce programme-là me permet donc de rester ici au Québec et de continuer à travailler dans les deux langues. Donc, on a du financement assez particulier au Canada. Bon, il faut tout connaître les programmes, mais au fur et à mesure de nos conversations et de nos rencontres, on a réussi à financer le film très bien et je pense que c'est pour ça qu'il est bon. Je veux dire, Tracy, elle a une vision énorme et on a réussi à répondre à la plupart de ses ambitions. Donc, c'est une formule gagnante, c'est ça que je voulais dire. Et pendant la pandémie, je pense que ça nous a aussi ouvert les yeux sur... il faut vraiment travailler fort pour continuer à être de plus en plus inclusif. Pas juste le cinéma de femmes, le cinéma qui vient partout de toutes les autres tranches de société, je ne sais pas comment les appeler, là, mais qu'on ait toutes les visions, toutes les communautés. Merci, Nathalie. Oui, moi, je fais du village sur le mot que tu viens de dire, Anne-Marie, être inclusif. À la SODEC, on a, pour le moment, en tout cas, on a une approche qui est différente peut-être des deux institutions fédérales, en ce sens qu'on ne multiplie pas nécessairement les types de programmes, mais on les remplit de plus d'argent, ceux qu'on a. Et notre approche est celle-là parce que ce qu'on a remarqué, c'est que nos comités de sélection ont toujours été très sensibles à la diversité, que ce soit le cinéma de femmes, le cinéma autochtone. Il y a un ratio d'acceptabilité qui est très élevé. Donc, pour le moment, on ne ressent pas le besoin de créer une enveloppe autochtone, une enveloppe femme. On n'a pas de quota non plus. Ce qu'on a fait pour la parité, puis on songe à s'en inspirer pour les cinéastes racisés aussi, et toutes les autres tranches de la diversité, c'est qu'on a inscrit dans nos programmes l'obligation auprès des producteurs, comme tu le sais, de nous exposer à des projets plus divers. Donc, par exemple, dans le programme d'aide au long métrage de fiction, mais c'est vrai dans tous les autres programmes, si un producteur à chaque dépôt veut nous présenter plus qu'un projet, il faut qu'il y ait au moins un des deux projets qui soit un film scénarisé ou réalisé par une femme. Et ça a pris un seul dépôt. Après un dépôt, on avait la parité. Donc, depuis 2 ans et demi, il y a 50% des projets déposés qui sont scénarisés ou réalisés par des femmes. Et nos choix suivent, parce que la gageure qu'on a prise, en fait, c'est on était sûr que si on était exposés à plus de projets divers, on allait financer des projets plus divers. Puis c'est ça qui arrive. Alors donc, nous, on y va de cette façon-là. Et en mars dernier, le gouvernement québécois nous a dotés d'un budget historique, record, où notre enveloppe dédiée au long métrage a doublé. Et on était censé utiliser cet argent-là pour financer des films plus ambitieux. Malheureusement, avec la COVID et aussi avec le fait que les autres institutions, je ne nommerai pas, mais qui sont là, n'ont pas eu, eux, de budget historique, bien, on s'est trouvé à prendre cet argent-là pour compléter le financement de certains films qui pouvaient se tourner en temps de COVID. Mais dans un monde idéal, quand les autres institutions auront autant d'argent que nous, bien, on pourra enfin financer des films plus ambitieux et des films plus divers, effectivement. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, surtout pour un Français, parce que de voir comment
le système où déjà on a plusieurs institutions qui financent, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est très centralisé, les régions ont un rôle quand même assez périphérique. Vous arrivez à créer des effets de levier sur les comportements des producteurs, des effets d'entraînement, et de voir comment finalement cela passe bien dans la profession, c'est quand même important, et de voir que... C'est pas que ça passe bien, par exemple. Ça passe pas toujours super parfaitement bien. Ça a été un peu houleux, là. Oui, Ah, c'est un peu houleux, d'accord. Bon, oui. D'accord. Mais alors, justement, il y a donc des nouveaux cinéastes, des nouveaux projets, des nouveaux sujets, donc, et en même temps, j'ai le sentiment que on a aussi besoin de nouveaux financements. Et alors, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est avec nous depuis tout à l'heure qui n'a pas encore parlé, c'est Pauline. J'aimerais que Pauline nous explique maintenant ce qu'est Blockfilm, parce que c'est une initiative qui a été annoncée récemment. C'est une initiative de blockchain. Et avec ce qu'on vient de dire, Pauline, est-ce que la blockchain peut permettre de financer des films comme ceux dont on vient de parler et peut-être notamment des documentaires? Voilà. Alors, je ne veux pas exagérer l'importance du blockchain dans notre initiative. Le blockchain, il y a beaucoup de malcompréhension au sujet de la blockchain. Il s'agit ni plus ni moins d'une façon d'avoir un grand livre comptable mais en fractionnalisant les informations, les éparpillant avec un petit crochet dans chacun, ce qui rend très, très difficile d'effacer, impossible d'effacer ou de changer les transactions qui ont eu lieu. Donc il s'agit d'un registre permanent, immutable des transactions qui ne peut pas, qui est très, très sécure. Alors nous, quand on dit blockchain, les gens s'imaginent des affaires de crypto-monnaie, puis à n'en plus finir. Là. Ce n'est pas ça pour nous du tout. Il s'agit tout simplement de la façon la plus sécuritaire et retraçable d'enregistrer la propriété intellectuelle et les contrats, les smart contracts avec les investisseurs. Alors, en fait, notre plateforme, il y a 3 portails, si vous voulez. Il y a un portail où les créateurs, que ce soit des réalisateurs ou quoi que ce soit, viennent avec leur projet, mettent le projet sur la plateforme en respectant un cheminement que nous avons dessiné pour vraiment mettre en valeur leur projet. On a aussi un portail pour des investisseurs qui viennent et qui peuvent voir les projets qui sont là. Mais nous, ce qui est différent, c'est que avec nous, c'est que c'est pas encore fait, là, on attend la décision d'une journée à l'autre, mais nous sommes passés par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario pour avoir une solution de propriété fractionnalisée sanctionnée par les lois sur les valeurs mobilières. Alors ça change tout parce que ça veut dire que les producteurs peuvent émettre un instrument financier reconnu au fin des marchés capitaux. C'est des marchés privés, ce n'est pas des marchés publics, mais c'est éligible, par exemple, à une perte capitale. Si vous perdez votre argent, vous pouvez l'enregistrer comme une perte capitale. Et puis, de la même façon aussi, c'est régi par les règles qui régissent les instruments financiers sanctionnés par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui, elle, étant la plus grande dans les 13 juridictions canadiennes, va chercher l'aval des 12 autres. Et puis là, on peut faire ça à travers le Canada. Et éventuellement aussi, on peut créer des instruments qui, pourvu que ça soit conforme aux lois dans les autres pays, il faut rajouter des clauses pour chaque pays pour être conforme. Mais ça sera des choses conformes. Et ça change beaucoup de choses. Le 3e portail, c'est pour les fans, c'est pour le public. Alors, et puis, je suis en train de voir là, si on peut, on a la possibilité d'avoir une société caritative affiliée, ou pas affiliée, mais avec laquelle on pourrait traiter pour accepter les dons des fans pour les films ou pour les projets et que les gens au Canada, du moins, puissent recevoir un crédit d'impôt. Alors ça, c'est pas réglé, là. Il faut trouver les modalités parce qu'évidemment, Revenu Canada, avec raison, est très, très strict. Les règles sont très strictes. Mais on essaye de voir si on peut aller chercher ce financement-là auprès des fans. Alors,
je voudrais ramener à ce que j'entends quand je vous écoute, parce que moi, j'étais à Montréal pendant longtemps, là, je suis plus à Toronto. Et puis, ce qui me frappe beaucoup, et ce qui manque beaucoup au Canada anglais, c'est la solidarité, la passion, la force identitaire qu'on trouve dans le milieu francophone et qui, je donne l'exemple, par exemple, ma grande amie Francine Allaire, quand elle était à Radio-Canada, elle me parlait toujours à chaque année des événements qu'elle faisait avec la Cinémathèque québécoise, avec les propriétaires de salles, avec les producteurs. Une semaine là, où tout le monde se rencontre, puis Radio-Canada qui mettait de l'argent dans chaque film québécois, ce que la CBC ne faisait pas du tout. Alors, cette solidarité-là, cette volonté d'appuyer la culture et les projets qui nous tiennent à cœur, nous, ce qu'on veut faire, c'est harnacher ce genre de choses-là, mais par les médias sociaux, par les fans, nous avons des thèmes, par exemple, les films LGBTQ, les films sur les femmes, les films sur l'environnement, les droits de la personne. Alors, ces thèmes-là, ce sont des communautés de médias sociaux à travers le monde. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est d'exposer ces projets-là à des gens et des milieux, des communautés qui vont être passionnés pour appuyer ça, puis aller chercher ces gens-là pour appuyer ces projets-là, pour en faire la promotion, pour s'engager dans le processus même de développement de production. Alors, c'est une vision ambitieuse, je dirais, puis on n'est pas rendu encore, là, on n'est pas lancé. On vient de commencer à en parler publiquement à TIFF. On attend la décision de la Commission de la valeur mobilière de l'Ontario très bientôt. Puis, il faut avoir tous les morceaux en place pour lancer officiellement. Mais c'est ça, la vision. Alors, justement, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que face à un système institutionnel qui a quand même ses règles, c'est-à-dire qu'il faut être quand même une production agréée pour bénéficier du soutien de Téléfilm ou de la SODEC ou du FMC. Là, on a un financement qui est basé en fait sur la connivence d'une communauté avec un projet, voire, dans certains cas, peut-être l'intérêt d'investisseurs ou la perception par des investisseurs des bénéfices qu'ils pourront faire, sachant que leurs droits vont être inscrits de manière sécurisée dans le projet. Alors, il y a trois types d'investissements. Ouais. Puis les producteurs peuvent choisir ce qu'ils veulent, mettons un pourcentage de chaque genre ou entièrement un des trois genres. Mais les trois formes de financement sont équité, c'est-à-dire qu'on achète des actions dans la compagnie qui détient la propriété intellectuelle, partage de revenus garanti en waterfall comme on le fait, comme Téléfilm le fait ou n'importe qui, et le financement qui s'appelle gap financing, la dette. Alors, la dette, si on regarde ça actuellement, les investisseurs privés, ceux qui ont de l'argent, ils sont, surtout en Europe, c'est épouvantable. Si on garde du comptant en banque, la banque nous charge. Les taux d'intérêt sont très, très, très bas et ça nous coûte de l'argent pour garder l'argent en banque. Alors, quand on a été rendu là, on est aussi bien d'investir dans quelque chose qui nous intéresse ou qui nous passionne. Alors, les investisseurs, c'est sûr que la plupart des investisseurs veulent avoir un retour sur leur argent. Ça, c'est clair. Mais si on regarde le milieu du financement actuel, le gap financing actuel, je vais vous donner l'exemple d'un film qui s'appelle Maudie par Mary Younglucky, qui est un film qui était le film le plus réussi au guichet en 2018 au Canada anglais. C'est un très beau film de budget de 7, quelque chose millions. Et puis, pour clore le financement, il fallait trouver 1,25 million, 1,25 million. Alors, on va chercher ça. Ça coûte 120 000 $ de frais d'avocat pour fermer ce financement-là. Et le financier voulait 25 % d'intérêt. Ils ont réussi à rabattre ça à 18 %. Alors, à un moment où les gens ne peuvent pas obtenir du tout de rendement en banque, quelque part entre rien et puis 18 %, il y a quelque chose qui a de l'allure pour l'investisseur puis qui est beaucoup mieux pour le producteur et ça ne coûtera pas 120 000 $ de frais d'avocat. Alors ça, c'est
on trouve qu'il y aura, on pense qu'il y aura beaucoup d'appétit des deux côtés. Donc, ce n'est pas le travail des banques, hein, on est d'accord, c'est de nouveaux types d'investisseurs qui viennent sur des projets qui sont structurés un peu différemment et qui sont, alors moi ça m'intéresse en tant que producteur français, qui ne sont pas uniquement réservés à des productions canadiennes. On est d'accord? Non, pas du tout. Alors, notre équipe, comme on l'a souligné plus tôt, notre équipe est une équipe de grande crédibilité dans le milieu du cinéma. Et puis, nous sommes allés voir beaucoup de nos amis, de nos contacts de longue date. On leur a dit, est-ce que vous pouvez venir sur la plateforme, même si on n'est pas encore actif, à lancer, commencer à mettre vos projets qu'on voit, nous aider à sortir les bugs, à débugger, parce que c'est sûr, quand on bâtit quelque chose de complexe et de nouveau, c'est plein de bugs qu'il faut régler. Alors, actuellement, là, on a peut-être 25 à 30 projets qui sont en voie d'être montés sur la plateforme. Et puis, là-dedans, bien, peut-être la moitié qui sont du Canada. On en a de France, du Brésil, des productions néerlandaises. On a un produit danois, je pense. En tout cas, il y a de l'intérêt de partout. Il n'y a pas de raison de limiter ça au Canada. Comme je vous dis, par contre, sur le plan des lois sur les règlements sur les valeurs mobilières, il faut que ce soit, pour que les investisseurs étrangers viennent sur la plateforme, il va falloir qu'on ait des contrats spécifiques pour chaque juridiction qui conforment aux lois de cette juridiction-là. D'accord. Et d'un point de vue juridique, ces financements qui viennent sur la plateforme sont considérés comme des financements canadiens, même si c'est un investisseur américain ou chinois? Comment ça va se passer? Petite question technique que je ne peux pas m'empêcher de poser, parce que je sais que vous avez des règles extrêmement strictes au Canada sur les pourcentages de financement en fonction des partenaires. Est-ce que dans un premier temps, ça va changer quelque chose? Bien, la V1 est assez simple. En V2, il va falloir qu'on soit plus précis sur la coproduction et les règles du jeu. Et on essaye de lancer la première vague, là. Je crois que ça ne sera pas un problème pour la plupart des productions. D'accord, d'accord. Alors, moi, j'aimerais justement, puisqu'on parle des sources de financement disponibles, donc là, on a une nouvelle source. J'avais une question. Oui, pardon? Dylan, j'avais une question pour Pauline. Oui, bien sûr. Vas-y. Je voudrais savoir, Pauline, est-ce que quand tu parles de gap, ça veut dire qu'on peut mélanger, on pourrait avoir un film justement où on a obtenu du financement de Sodec Téléfilm ou quiconque investisseur public canadien et mélanger avec un financement de notre film? Oui. Oui, et puis le rêve, c'est un jour, et peut-être, j'espère que ce sera plus tôt que tard, mais notre rêve à nous, ce serait que la plateforme serve de certification de tous les financements, que ce soit dans un seul écosystème comptable. Mm-hmm. Et je pense que ça simplifierait et ça réduirait les coûts pour tout le monde. Moi aussi, j'ai une question. Oui, Pauline, est-ce que dans les quelques projets que vous avez déjà sur la plateforme, est-ce qu'il y a des projets qui sont issus du Québec? Oui. C'est mystérieux. OK. Oui. C'est-à-dire que là, c'est la ronde Family and Friends. On demande aux gens qu'on connaît de nous aider à monter la plateforme. Alors, je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas encore la décision. Non, je comprends bien. Je suis très, très, très intriguée. Est-ce que ce sont des projets qui ont été financés par les institutions? Oui. OK. On est en train de tirer les verres du nez, là, tu sais. Il faut quand même dire que la plateforme vient de recevoir un financement du FMC. Oui, on a un financement. C'est notre seul financement à date, c'est le FMC. Puis notre investissement personnel, les actionnaires et les entrepreneurs qui partent l'affaire. Moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus. Et puis, jusqu'à temps que l'argent du fonds rentre, je n'avais pas reçu un sou. C'est des gros investissements qu'on fait là, de nos ressources personnelles et de notre temps. C'est ça, le financement du FMC, c'est vraiment pour aider BlocFilm à développer la plateforme et tout ça. Ce n'est pas de l'argent qui va servir à financer des projets en tant que tel, juste qu'on soit clair, mais c'est vraiment pour construire la plateforme. Oui, puis c'est le programme expérimental.
Alors, un de vos 30 programmes, là, mais qui Oui, c'est ça. est celui qui est vraiment le plus flyé, si on peut dire. Ça nous a vraiment permis là, de nous lancer dans des choses qui sont vraiment exploratoires et différentes et nouvelles. Ouais. Et puis, c'est difficile à arrimer des fois avec un système qui bouge très lentement par bien des côtés. Là. Mais dans un monde idéal, ça serait vraiment le fun à mort là, que la SODEC, CMF, FMC, Téléfilm, que tout le monde soit sur la même plateforme et puis que les sommes d'argent, ça serait beaucoup plus rapide, ça serait réglé par des smart contracts, puis ça assurerait aussi de façon plus sécuritaire les investissements des agences gouvernementales. Mm-hmm. J'ai une autre question. Oui, le sujet est quand même... Oui, quand même. Dans les quelques conversations que j'ai eues sur le blockchain, et j'en ai eu très, très peu, ce qui était ressorti comme défi, c'était d'une part de persuader les producteurs d'accepter d'être à livre ouvert, d'accepter que tout le monde dans la chaîne puisse voir ces chiffres. Ben ça, c'est sûr, parce que les producteurs jouent avec les distributeurs. C'est ça. Donc, ben alors, vous avez trouvé la façon de les persuader, il y a comme une... Ben, les producteurs, quand on leur dit il y a peut-être de l'argent ici pour vous, là, ils se garochent, c'est sûr. Il y a de l'argent, ils se garochent. Mais on a quand même beaucoup de garde-fous en place. C'est pas, le producteur peut choisir qui a accès. Par exemple, si elle met le scénario sur le site, ben, le scénario peut être confidentiel seulement jusqu'au moment qu'elle donne permission à un investisseur sérieux de le voir. Je comprends. OK. Et puis, j'ai oublié aussi une autre utilisation de blockchain qu'on fait, ce qui c'est petit, mais c'est intéressant, c'est que les fans, eux, quand ils arrivent, ils mettent leurs données sur la plateforme, c'est dans un lockbox personnel sur blockchain, et puis ce sont eux qui décident qui peut avoir accès à leurs données. Alors, ces données-là peuvent aider les producteurs à mieux comprendre l'auditoire auquel est destiné leur film et aussi à créer tisser des liens plus proches pour harnacher cette passion-là qu'ont les fans pour leur projet et leur talent. Et puis on a un écosystème de primes, de récompenses. Alors, si je donne la permission au producteur d'utiliser mes données, je vais recevoir peut-être, ça c'est entièrement les créateurs, des producteurs qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent participer, comment ils veulent participer dans l'écosystème de primes. Mais il pourrait, par exemple, y avoir un Zoom avec la distribution auquel on aurait accès si on avait fait des choses. Si j'avais, par exemple, affiché des choses dans les médias sociaux pour soutenir un projet, ça me donnerait le droit à une prime que je pourrais convertir en visionnement privilégié ou en rencontre avec l'équipe. Alors, ça, c'est toute une autre dimension aussi. Puis justement, notre fondateur qui est sur le côté technologique, lui, c'est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans les écosystèmes de rewards, loyauté, tout ça. Là, il connaît très bien ça à fond. Ça fait qu'on espère aussi influencer le comportement des gens qu'on pourra attirer à soutenir les projets à travers ce genre d'expérience-là. Puis juste une autre petite question très, très vite. Je vais après, Joanne. Je vais juste dire une chose, c'est à tous ceux qui nous écoutent, il y a quand même quelques douzaines de personnes qui sont avec nous en ce moment. N'hésitez pas à poser des questions parce que là, on a quand même un nouvel outil de financement et Pauline prendra vos questions sur la fin. Oui, avec plaisir. Voilà, ouais. Est-ce que dans... Il y a Joanne qui voulait... Pardon Marie-France, mais j'ai coupé la parole à Joanne. C'est parce que je pars à 10 heures aussi. Hein. Bon. Mais, l'autre défi dont on se parlait, c'était de trouver un langage comptable commun entre les divers pays quand il y a de la copro. Est-ce que vous avez surmonté ce défi-là? Pas encore, mais on travaille là-dessus. Ouais. Et puis, je suis en train de penser aussi que la plateforme d'Ilan
pourrait être une ressource intéressante. Oui, absolument. On pourrait Ilan, on pourrait mettre le logo de ta plateforme dans la page ressources qu'on a montée. On a plein de... Ça, d'ailleurs, on a plein de VOD à travers le monde, des distributeurs, des agents de vente qui nous connaissent personnellement, là, les membres de l'équipe, puis qui ont accepté de mettre leur logo sur la plateforme pour dire on trouve ça intéressant, on va surveiller, on va considérer que c'est une façon aussi de voir en premier lieu des projets émergents intéressants. Alors ça peut être intéressant aussi là, pour les producteurs de savoir que leurs projets sont exposés à tous ces gens-là. Et dans les VOD, parce qu'une de nos coéquipières, Wendy Bernfeld, que vous connaissez sans doute, Wendy, c'est une Canadienne qui vit à Amsterdam depuis très longtemps et qui a une agence qui s'appelle Right Stuff. Alors, on parlait de Charlotte Mickey plus tôt. Charlotte, c'est vraiment la grande experte du cinéma d'auteur traditionnel, le mode de distribution traditionnel, des fenêtres traditionnelles. Wendy, c'est tout à fait l'autre bout du spectre, tout ce qui est de plus émergent comme façon d'exploiter les droits numériques. Elle a 50 plateformes numériques qui sont ses clients pour qui elle fait de la curation. Alors, il y a beaucoup plus au-delà des 5 grandes plateformes qu'on connaît. Là. Il y en a des centaines. Et puis, il y en a beaucoup qui ne payent pas beaucoup. Disons, ils vont payer 5 ou 10 000 pour avoir le film pendant 1 mois ou 2 sur leur plateforme. Mais quand on en accumule 50 ou 100, des deals comme ça, bien, ça commence à être intéressant. Alors, il y a ça aussi, là, tout l'univers émergent pour les revenus qu'on essaye d'apporter. On peut pas, on présentera pas les producteurs aux clients comme tels directement, parce que ça, à ce moment-là, les clients vont débarquer parce qu'ils vont être inondés. Mais ils s'engagent par contre à surveiller, à regarder, puis à nous dire quand quelque chose les intéresse. Alors, ça peut être assez intéressant. Alors, Marie-France, tu voulais dire quelque En chose? fait, je me demandais par rapport à la clientèle, autant la clientèle de films d'auteur ou de films à plus petit budget, et c'est pour qui c'est vraiment avantageux? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que vous imaginez là, les structures de financement que vous avez vues ou les structures surtout de retour sur investissement? Mais c'est sûr qu'on est au début, là, mais oui. On a déjà attiré vous avez des projets. Par exemple, Ina Fitchman, son projet Bones, que vous connaissez, là, oui. Elle nous le confie aussi. Sans obligation, là, je veux dire, elle est libre d'aller chercher son financement ailleurs. D'ailleurs, hier, elle a obtenu un peu plus de hot dogs. Alors, son budget est en train de s'assembler, là. Mais si on pouvait apporter le dernier 150 000 dont elle a besoin, ça serait super. Hein? Et vos contrats, est-ce qu'ils contreviennent d'une façon ou d'une autre avec les contrats des autres investisseurs? Ou est-ce que vous avez... Il va falloir... on est en train de faire le travail légal là, pour ça, mais on a besoin aussi de la collaboration des agences. Et puis, ça fait des mois que je demande ça. Là, puis j'ai pas... Parce que le téléfilm, SODEC, le Conseil des arts, le FNC, tout le monde a une formule en fait, de contrat, de récupération, de placement. Mais c'est sûr qu'il faut que ce soit conforme. Mais comme je vous dis, Marie-France, ça fait un bon bout de temps que je demande là, à avoir des discussions très concrètes là-dessus, puis ça n'a pas encore eu lieu. Mais je vais quitter ma casquette de modérateur juste pour prendre la parole en tant que producteur et animateur Dolphy. Je crois qu'il y a aujourd'hui vraiment un moment qu'il faut saisir pour utiliser les outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles et justement cet état où on est de numérisation des échanges. Il y a une véritable accélération depuis quelques mois pour créer des plateformes qui permettent au cinéma d'auteurs, au cinéma indépendant, de trouver d'autres financements. Et répondre à la question de Johan, nous avec Olfi, il y a la base de données que vous connaissez, mais on a développé une modélisation des modes de financement pour voir la compatibilité, justement. Est-ce qu'un financement CNC est compatible avec un financement allemand? Quelles sont les demandes? Quelle est la nomenclature des budgets? On a même créé une matrice de budget qu'on peut passer d'un format vers un autre, puisqu'en Europe, on a 4-5 formats différents. Et donc, il y a vraiment des outils à faire. Et je dirais, alors, on est plus soutenu par la Commission européenne. Ils n'ont pas compris que
si on ne le fait pas, ça sera fait par d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un aspirateur à projet, hein, il y en a quelques-uns qui se mettent en place. Et alors, c'est peut-être pas pour les mêmes films, mais c'est quand même très important de dynamiser l'écosystème du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur, que vous, institutions, vous financez, vous donnez des orientations, et ça passe aussi par des outils qui permettent à des producteurs de trouver d'autres financements. Moi, je finance mes films avec des fondations, des coproductions, différents types de financement. J'arrive à les monter parce que j'ai l'habitude, mais pour beaucoup de producteurs, c'est très compliqué. J'ai même, en préparant cet entretien, j'ai cru comprendre qu'il y a tellement de financements nouveaux que certains ont presque enfin, ceux que ça concernerait, certaines communautés, pour ces communautés, c'est compliqué de voir si c'est compatible ou pas. Et je le vois sans arrêt, des gens qui m'écrivent du monde entier pour me dire j'aimerais tourner ici, est-ce que je peux aussi tourner là? Donc il y a une complexité qu'il faut réussir à clarifier. Je pense que des plateformes et des outils peuvent permettre de faire Mais Ilan, on devrait explorer comment on peut, voilà, sur nos plateformes respectives, se référer des gens voilà, pour rendre service à tout le monde. Alors, on va continuer de parler des financements et puisqu'on a encore Joanne pour quelques minutes, j'aimerais, Joanne, mieux comprendre la question de la coproduction. Parce que est-ce que la coproduction reste une source importante de financement pour le cinéma d'auteur ou pas, du point de vue québécois? Ben, il y a la fin de ta phrase sur laquelle je bute là, pour le cinéma d'auteur. Si on s'entend que 9 films sur 10, c'est du cinéma d'auteur, je vais donc parler de façon générale. La coproduction était devenue quelque chose de très, très important pour la SODEC juste avant la COVID. Ça fait plusieurs années que le Québec est un partenaire de coproduction minoritaire, très prisé. Okay? Donc, la France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, toute la francophonie européenne venait voir des producteurs québécois pour que le Québec soit minoritaire. Et on espérait et on a mis des mesures en place pour qu'il y ait des retours d'ascenseurs, pour que le Québec soit un jour le partenaire majoritaire et que la France, le Luxembourg, etc., soit le partenaire minoritaire. Et c'est très, très difficile, ce retour d'ascenseur-là. Mais en 2018-2019, tout à coup, les choses ont commencé à bouger et se mettre en place. Et juste avant la COVID, on a, à la SODEC, accepté, déclenché un nombre intéressant de coproductions majoritaires québécoises qui sont malheureusement, à cause de la COVID, sur la glace parce que les choses bougent beaucoup plus lentement en Europe. Donc, nous, on a fait des offres préliminaires et on attend que les partenaires bougent. On attend que Téléfilm aussi se prononce. Mais s'il n'y avait pas la COVID ou après la COVID, c'est sûr que la copro pour nous va être vraiment très, très importante parce que si on veut faire des films plus ambitieux, d'accord, on vient d'avoir plus d'argent pour faire ça, mais en ce moment, faire des films de plus de 8 millions en argent canadien, c'est quasiment impossible avec juste SODEC et Téléfilm, hein, ou ça l'est là, carrément. Donc, c'est par la copro que les films seront plus ambitieux. Donc, financièrement, c'est très, très important. Puis, je dirais aussi que chez les cinéastes aussi, cette volonté de parler du monde et d'aller au-devant de la communauté planétaire, ça passe par la copro. Il y a des affinités entre différents créateurs de différents pays. Donc, je pense qu'il faut sortir de notre isolement. Puis j'oserais dire de la France qu'elle sorte de son protectionnisme parce que le partenaire français est très, très, très difficile à accrocher sur une major québécoise. Voilà. Oui, parce que le marché n'est pas tout à fait le même. Hein. Ce n'est pas le Mais même non, marché.
Mais j'ai vu des coproductions avec la Belgique, notamment sur des films en anglais, il y a quelques années, importants, notamment un des premiers films qui a eu Eurimage, je pense que vous voyez lequel. Est-ce que Eurimage, justement, a joué un effet d'accélérateur de la coproduction? Je laisserai Marie-France répondre. De notre côté, oui, en fait, belle promesse. COVID a un peu ralenti nos élans, ou les élans de tous. Mais oui, du côté Eurimage, le fait d'avoir Eurimage, il ne faut pas oublier qu'on est le seul partenaire nord-américain. Donc, il y a un prestige qui vient accompagner Eurimage. Et ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup il y a plus de projets qui se sont mis en branle. Donc, ça prend parfois un peu plus de temps, mais on voit vraiment que ça bouge du côté. Par contre, le protectionnisme dont Joanne parlait tout à l'heure, il est là, il est encore bien senti. Oui. On a beaucoup de minoritaires, on a beaucoup financé de minoritaires. On attend un fameux retour d'ascenseur du côté de la France. C'est arrivé de partir. Marie hoche la tête. Oui, oui, ben oui. Mais oui. C'est un problème. C'est un problème pour nous. Alors, Ilan, est-ce que je pourrais juste intervenir? Bien sûr. Tu as évoqué la Belgique. Alors, nous parlons avec des partenaires potentiels à travers le monde, dont Patrice Poujol de Lumière à Hong Kong et Singapour. Et puis, lui, son groupe, ils viennent, il n'y a pas longtemps, d'être les premiers à créer, à tokeniser un film, Papicha, qui est une coproduction algérienne, belge, française, je crois. Et puis, c'est la soumission de l'Algérie aux Oscars pour le film étranger. Alors, c'est une belle réussite et puis ça a été fait entièrement en tokenisation vraiment de blockchain. Oui, je connais bien le projet. Ils ont tokenisé en fait l'investissement des investisseurs privés en complément de financement dans le projet. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Patrice, sa vision, et puis je trouve ça intéressant, c'est qu'on on créerait un écosystème international interopérable qui permettrait là, aux investisseurs privés d'investir partout. On a du pain sur la planche pour réaliser ça, mais on est en pourparlers avec eux et aussi avec Decentralized Pictures, qui est par la fondation de la famille Coppola à Los Angeles. Et puis, eux, c'est une plateforme blockchain qui est vraiment axée sur les fans, qui ont un écosystème très riche et avec beaucoup d'intelligence artificielle entre autres, pour interdire les abus. Alors, c'est les fans qui vont examiner les projets puis qui vont dire lesquels sont prioritaires à leurs yeux. Puis là, la Fondation va leur accorder un financement sur cette base-là. Alors, il se passe beaucoup de choses intéressantes actuellement. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a, sur la blockchain, il y a un marché mondial. Alors, je voulais quand même poser parce que sur la coproduction, moi, ce qui m'a frappé dans les nouvelles annonces, c'est de voir que le FMC a développé un grand nombre de programmes. Après toutes les semaines, il y a une nouvelle annonce, je reçois la newsletter. Donc, s'il y en a autant, il ne faut pas s'étonner. Et donc, il y a un grand nombre de programmes en développement, en co-développement avec, j'ai vu la Norvège et différents pays. Non, pas la Norvège, mais d'autres pays, oui. Oui, le voilà. Danemark, l'Allemagne, oui, c'est ça. Danemark, Allemagne, Angleterre, Irlande, Écosse, Colombie. En tout cas, il y en a une multitude, une douzaine, je pense, depuis les 5-6 dernières années. Et en fait, c'est ça, c'est que le FMC met sur pied des partenariats avec d'autres agences similaires à la nôtre à travers le monde. Et ensemble, on met chacun un certain montant d'argent dans un pot commun et on finance des projets essentiellement en développement, mais certains en production aussi, notamment en contenu numérique, en fait, que ce soit en VR, en expérience immersive ou en jeu, mais aussi en télévision, pour stimuler, en fait, les partenariats entre les producteurs canadiens et les producteurs étrangers. Et c'est un modèle qui fonctionne bien. Il n'y a pas 50 000 projets déposés dans chaque programme à chaque année, mais dépendamment des programmes, il y en a quand même plusieurs et les producteurs reviennent année après année, mais se trouvent des partenaires pour
un autre programme de copro ou de co-développement que celui avec lequel ils avaient travaillé initialement. Donc, je pense que ça crée des habitudes de travail à l'international et éventuellement, on espère que ces projets de co-développement-là vont se concrétiser en projets de coproduction. Mais évidemment, ça a suscité beaucoup d'intérêt, en fait, à travers, avec nos partenaires étrangers. Et bien qu'on approche certains pays, plusieurs pays nous ont approchés, en fait, pour développer quelque chose avec nous. Évidemment, le Canada, on est au Québec aussi, et incluant le Québec, évidemment, on est très privilégiés, en fait, que les gouvernements supportent autant la culture. Et évidemment, ça fait l'envie des autres pays, puis ils veulent travailler avec nous parce que l'expertise est là, parce que la créativité est là, mais aussi parce que le financement est là. Donc, pour nous, c'est important d'ouvrir, en fait, au financement international. Mais au-delà du financement, je pense que ça permet de partager des visions, ça permet d'atteindre des nouveaux auditoires aussi. C'est une très bonne façon d'atteindre des nouveaux auditoires, de faire de la copro. Donc, d'où l'importance. Ces programmes-là ne sont pas limités aux formes traditionnelles comme nous. On peut faire des web-séries, on peut faire des projets numériques immersifs, interactifs, on peut faire plein de choses. Ça. Ben, ça dépend pas. Chaque programme n'est pas ouvert à tout. Là. Ça dépend de ce que nos partenaires et des mandats respectifs de chacun, en fait. Par exemple, avec le Luxembourg, c'est très, très, très large. C'est du co-développement, de la coproduction en animation, en télé, en documentaire. Alors qu'avec l'Italie, il y a quelques années, par exemple, c'était du développement documentaire d'auteur uniquement. Donc, ça varie, en fait, selon les mandats de chacun puis les besoins immédiats qu'on voit dans les industries respectives. Ce que je trouve très intéressant dans ces démarches, c'est que l'argent du développement ne coûte pas trop cher et en même temps, ça permet à des projets de développer, je vais utiliser le terme anglo-saxon, l'IP, l'Intellectual Property, hein, donc un actif ensemble. Intellectuel. Et cet actif, il peut être valorisé. Non, mais ça nous fatigue, Ilan, quand vous parlez anglais, quand tu en as des mots français. Excusez-moi, c'est un peu le français qui... Et donc, cet actif, il est quand même peut-être valorisé par la suite. Et vous, en tant qu'institution, vous créez un véritable effet de levier. Les Français, les Italiens le font. Mais j'étais intéressée de voir qu'au Canada, vous êtes devenu très actif là-dessus. Avec des ça permet aussi de tester des partenariats, en fait, parce qu'avant de s'embarquer dans une copro lourde, coûteuse et compliquée, et longue, on teste, en fait, ce partenariat-là où les producteurs, en fait, testent entre eux si ce serait un bon mariage, puis si ça vaut la peine de le poursuivre pour des étapes ultérieures. Les copains, je dois vous quitter. Je suis désolée, c'est vraiment passionnant. J'espère qu'on va se revoir et se reparler de tout ça. Alors, je m'excuse, Lana, je quitte. Non, merci beaucoup, Joanne. Avec grand plaisir, Joanne, si tu veux parler plus longtemps. Absolument, Pauline. Salut! Voilà. Très bien. Alors, je vais en profiter de cette interruption juste pour faire état d'une question qui nous est arrivée. Alors, j'ai deux questions. J'ai une première question de Sophie qui nous demande ce que veut dire tokeniser. Alors, ça, c'est une question pour Pauline, bien évidemment. Alors, Pauline, tu te lances pour expliquer ce qu'est tokenisé? Oui. C'est encore token, c'est tout simplement une représentation numérique d'une valeur sous-jacente, financière ou de propriété intellectuelle. Alors, lorsque les investisseurs sur notre plateforme veulent investir, et puis il faut préciser que nous, on ne fait pas nous-mêmes ça. On est associé à un partenaire qui est ce qui s'appelle en Ontario Exempt Market Dealer. Autrement dit, c'est un courtier qui est qualifié aux yeux de la Commission des valeurs mobilières pour émettre des sécurités numériques. Alors, token, c'est le même mot qu'on utilise là, pour les petites pièces de monnaie qu'on mettait dans le téléphone ou au métro. Là, ça vient de là, mais c'est une représentation numérique
de la valeur sous-jacente. Alors, on en a deux types. Le token de sécurité financière, donc l'instrument financier lui-même, que ce soit sous forme de dette, d'action ou de partage de revenus, de contrat de partage de revenus. Et puis, on a aussi des tokens qui sont d'utilité. Et ça, c'est la façon dont on utilise la technologie pour enregistrer les primes que les fans obtiennent en agissant au soutien d'un projet ou en faisant un don. Alors c'est la façon de représenter la propriété fractionnalisée que les investisseurs vont détenir. Une partie d'un projet, c'est le token. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Pierre Mathieu. Alors, c'est plus un commentaire qu'une question. Enfin, c'est un peu les deux. Pierre Mathieu s'étonne qu'on parle de blockchain en parlant de cinéma d'auteur. Il dit qu'il a du respect pour ce modèle d'affaires, mais que selon lui, il est basé sur un retour sur investissement. Alors, moi, il me semble que Blockfilm, c'est un peu différent parce que certains investisseurs vont peut-être perdre de l'argent, non? Ah, c'est sûr. Voilà. Investir dans le cinéma puis dans la création de contenu, ce n'est pas une valeur sûre. C'est souvent très risqué. Mais ceux qui rapportent peuvent rapporter beaucoup. Alors, et puis, il y a différentes structures d'investissement. Alors, même des projets de documentaire ou quoi que ce soit, s'ils prennent un prêt à la banque, ils sont obligés de le rembourser. Là, la banque s'attend à être remboursée. Téléfilm ou FMC, des fois, ils investissent dans des projets, puis l'argent ne revient pas parce que le film n'a pas fait ses frais. Mais les investisseurs privés qui arrivent avec de la dette, il y a de bonnes chances que ça va être remboursé. Je veux dire, la dette, c'est ça. On est très bien. Oui. Anne-Marie, J'aimerais quand même élargir un peu, comme revenir à notre définition de cinéma d'auteur pour Pierre Mathieu, parce que pour moi, je crois que d'après sa question, pour lui, le cinéma d'auteur, en fait, pas pour moi, mais pour lui, le cinéma d'auteur, c'est un cinéma à petit budget qui est qui est peut-être plus hermétique et moins porté. Mais même ce cinéma-là pourrait trouver son public. Il y a des gens, des cinéphiles qui adorent ce genre de film-là. Donc, si on trouve les moyens de le diffuser et de trouver un public justement de les rassembler dans un site comme Blockfilm ou d'autres, on va pouvoir créer des niches et en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Et pour moi, en fait, on revient à la définition du début, mais pour moi, un cinéma d'auteur, c'est beaucoup plus large que ça. Philippe Falardeau avec My Salinger Year, c'est un cinéma d'auteur. C'est un cinéma à gros budget qui a une chance de faire de l'argent et tout. C'est comme il ne faut pas associer gros budget et un potentiel commercial comme étant l'antithèse d'un cinéma d'auteur. Ça n'a pas de sens. Le cinéma d'auteur, c'est beaucoup plus large que ça pour moi. Donc, pour des films comme ça, justement, pour Philippe Falardeau, je sais que c'est un film canadien, mais de vouloir faire des films à plus gros budget, comme le disait Joanne avant de nous quitter, il y a un certain maximum de budget qu'on peut faire avec Sodec Téléfilm en restant au Canada, au Québec. Donc, un système comme blockchain pourrait ouvrir les barrières et nous faire vraiment compétitionner contre les films qui ont... Parce que le cinéma indépendant, hein, aux États-Unis, on parle plus de cinéma indépendant. C'est des budgets de 20 à 25 millions. Donc, on ne peut pas compétitionner contre ces films-là. Et ça nous ouvre donc des portes très intéressantes sur le cinéma que je vais quand même qualifier de cinéma d'auteur au Québec. Moi, j'ai des racines un peu... J'ai déjà été... vice-présidente d'Alliance à l'époque. Et puis, on avait, par exemple, Atom et Goyan, dont on assurait la distribution des films. Atom et Goyan, ce n'est pas quelqu'un au Canada anglais qui gagnerait sa vie. Ses films sont très respectés. C'est un créateur renommé, mais ce n'est pas au Canada anglais qui a tiré assez d'argent pour vivre. C'est qu'il a trouvé à travers des stratégies de distribution intelligentes pour aller chercher justement les petites niches à travers le monde qui adorent son cinéma. En compilant tout ça, il s'est trouvé à pouvoir gagner sa vie comme du monde. Alors, avec les médias sociaux puis les communautés de valeurs qu'on va aller chercher, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible aussi. Et puis, en réduisant les coûts,
légaux, les frais légaux, les frais de comptabilité, en assurant des façons plus efficientes de financer, ça veut dire que le seuil de rentabilité des projets va baisser aussi. Non? Ce ne sera pas nécessaire de dépenser autant pour arriver à rentrer dans son argent. En tout cas, ça reste à prouver, là, mais on pense pas mal, on est pas mal certain. Puis les auditoires de niche, c'est des auditoires qui sont très, très, très engagés aussi, qui veulent, qui peuvent donner des super promoteurs, en fait, du contenu qu'ils supportent. Donc, c'est des plus petits auditoires, mais qui ont un impact beaucoup plus grand sur la vie du film, en fait. Au niveau de connaissance de l'industrie aussi plus élevé. Alors, justement, on parle de niche. Moi, j'aimerais qu'on parle, puisque c'est aussi une source de financement qui est apparue, enfin qui est de plus en plus importante et à laquelle certains producteurs se prennent à rêver, c'est les financements des plateformes. Alors, vous avez au Canada quand même une proximité avec les grandes plateformes américaines. Est-ce qu'on peut considérer que ces plateformes financent le cinéma d'auteur ou alors c'est un autre cinéma? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? En France, les plateformes financent des films qui seraient peut-être probablement pas financés ailleurs, souvent des gens qui ne sont pas nécessairement très connus. C'est un certain type de cinéma indépendant, j'allais presque dire hors système dans certains cas. Je pense qu'au Canada, c'est probablement très différent. Les grandes plateformes, oui, ils investissent des fois dans du cinéma d'auteur, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent tous les droits. Donc, il n'y a plus aucune possibilité pour le créateur de gagner plus d'argent si ça réussit à travers le monde. Il accepte d'être assez bien payé, mais ça finit là. Et ce sont des boîtes noires de données. Ils ne rendent jamais de données à qui que ce soit. Et c'est hermétiquement scellé à leur utilisation propre seulement. Alors, on n'apprend rien de ça. Le gouvernement canadien, en fait, est à revoir la loi sur la radiodiffusion. Ça s'applique moins au cinéma, là, mais quand même. La loi sur la radiodiffusion, et c'est sûr qu'un des enjeux majeurs, et ce qui a été mis de l'avant, qui devrait, en principe, être une des premières choses qui va être intégrée, c'est de mieux intégrer, de mieux faire participer les plateformes étrangères au financement de la télé et du cinéma canadien, parce que pour l'instant, oui, ils financent parce qu'ils achètent certains projets, mais ça reste quand même marginal. Et comme le disait Pauline, en général, pas automatiquement, mais en général, ils achètent les droits complètement d'exploitation, puis le producteur n'a plus accès à des revenus potentiels. Donc, ça va être une étape importante là, dans les prochains mois. S'il n'y avait pas eu encore une fois la COVID, peut-être que ça serait fait. Mais ça va être une des premières actions, en fait, du gouvernement dans la révision de la loi de la radiodiffusion, de s'assurer, en fait, que ces plateformes-là qui bénéficient, en fait, du contenu canadien, puis des fois du contenu qui est financé par les institutions, donc par les payeurs de taxes, par leurs abonnements au câble, par leurs impôts, et donc qu'ils puissent avoir un retour, en fait, sur cette participation-là. Le ministre Guilbeault a fait une entrevue extrêmement intéressante sur le sujet avec des intervenants du Devoir. C'est vraiment à voir, puisqu'on sent vraiment la volonté derrière d'agir et de bientôt, effectivement, comme tu dis, Nathalie, s'il n'y avait pas la COVID, on serait peut-être déjà un petit peu plus avancé. Je voudrais juste reprendre sur quelque chose que tu as dit, Yann, concernant les investissements des plateformes. Anne-Marie pourrait peut-être me contredire, mais il n'y a pas tant d'investissement, il y a plus des achats. Donc, une fois que le film est fait, on ne parle pas d'un investissement à la base quand un film est en préparation ou quand ils vont investir dans la structure de financement, mais en achetant des droits. Fait que je ne sais pas, Anne-Marie, où vous en êtes tous rendus avec ça. Moi, il y en a très peu de films qui ont été commandés par Netflix, peut-être 2, 3, par exemple, pour ne nommer que Netflix. Là. Mais les investissements, c'est plus des achats. C'est plus des achats que du contenu comme tel, là, de dire, on investit dans votre contenu. Anne-Marie. Effectivement. Oui, c'est ça. Effectivement, les films québécois et canadiens qui se sont retrouvés sur des plateformes comme Netflix, cette année, nous, on a vendu Slacks à Shudder.
qui est une plateforme spécialisée de films de genre. C'est des acquisitions, donc c'est des contrats qui sont faits après que la production soit terminée. Sauf qu'il y a Jusqu'au déclin cette année, qui a eu un succès phénoménal. Le premier film québécois entièrement produit au Québec, mais financé par Netflix. Donc, ça existe. Je pense, en tout cas, moi, je travaille sur des trucs similaires et d'autres producteurs que je connais aussi. Mais c'est un peu plus... il y a énormément de compétition. Donc, c'est un peu plus long à développer, je pense, comme forme de financement. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Moi, ce que je comprends de ces plateformes-là, c'est qu'ils ne font pas de développement, bon, à moins que tu sois quelqu'un de hyper connu, là, mais ils ne font pas de développement. Donc, comme Jusqu'au déclin, tu arrives avec ton scénario fini, un plan de production, un budget, donc tu as vraiment tout développé, ton projet, tu es prêt à aller en packaging. Et donc, il n'y a pas de développement qui se fait sur ces plateformes-là. Donc, ça met beaucoup de responsabilités sur les épaules du producteur. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a que Jusqu'au déclin. Il y en a peut-être d'autres en préparation, mais il y avait eu comme une volonté, une promesse d'en faire. Donc, on va voir pour la suite. Déjà, Jusqu'au déclin, et on a vu, là, leur journée de pitch, là, ils ont reçu 10 000 projets. Oui, 10 000 J'espère qu'il va en avoir quelques-uns, effectivement. J'espère. D'accord. Ça, c'était de la programmation de réalité, par exemple. Ah, c'est différent, non, c'est certain, mais quand même, il y a un intérêt à travailler avec les plateformes. Ah, bien, c'est sûr, c'est sûr. Mm-hmm. Les producteurs, ils vont travailler avec n'importe qui a de l'argent, ils vont être là. Ça, c'est clair. Oui, mais en même temps, j'aurais tendance à dire que justement, en fonction de ces différents types de financement, on peut avoir différentes stratégies en tant que producteur. C'est-à-dire qu'il y a des financements institutionnels où là, il y a une volonté politique de soutenir certains types d'expressions. Il y a peut-être des financements pour faire des films commerciaux sur lesquels on arrive à attirer plus facilement des investisseurs. Je pense notamment les films de genre, par exemple. Et les plateformes, parfois, c'est assez surprenant de voir, enfin, pour le marché français, des films français qui n'auraient probablement pas été financés ailleurs et qui se font financer sur une plateforme. Et donc, la question, c'est de savoir si les plateformes permettent de financer un autre type de cinéma. Alors, je pense qu'au Canada, vous êtes quand même un petit peu... il y a quand même le tropisme américain. Donc, mais en Europe, ce qui est assez surprenant, c'est de voir sur les séries, notamment, et en parlant avec des Polonais ou avec des producteurs espagnols, qui m'ont dit, oui, effectivement, si Netflix n'était pas venu, j'aurais pas pu faire mon film parce qu'il n'y a plus de problème de censure, de commission, de ceci, de cela. Voilà, on fait le film. Donc je trouve ça aussi assez intéressant comme manière de voir les choses sans diaboliser les plateformes, bien évidemment. Ben, il y a des producteurs qui ont travaillé avec Netflix, certains m'ont dit qu'ils n'ont jamais expérimenté une aussi grande liberté créatrice, puis que ils ont été supervisés par des gens qui croyaient en eux, puis que ça a été une belle expérience. Je veux dire, il y a toute une gamme d'expériences qui se passent. Et puis, c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'argent. Voilà. D'accord. Mais quelqu'un qui a vendu son projet à Netflix, pour nous, c'est probablement pas quelqu'un qui va venir sur notre plateforme. Parce qu'il n'en a pas besoin. Oui, peut-être en développement. Ou peut-être qu'il sera découvert par Netflix sur ta plateforme. Oui, pourquoi pas. Mais Pauline, j'ai aussi entendu ce que tu as dit et son contraire, des rencontres avec Netflix, avec 35 personnes de l'autre bord de l'écran qui ont tous des commentaires contradictoires. Donc, on entend tout et son contraire. Oui, tout à fait. C'est pas différent des télédiffuseurs traditionnels ou des acheteurs traditionnels. Où tout se passe à l'intérieur de leur bulle, puis rien ne ressort. Pour la grande liberté, peut-être qu'on peut repasser parce qu'un film qui est financé, Sodec Téléfilm, un scénario qui est déposé, qui est accepté, je pense qu'Anne-Marie pourrait confirmer. Après, on laisse la liberté créatrice, on ne va pas nécessairement se mêler. Une fois qu'on a accepté le projet, on remet notre confiance et nos sous, notre investissement dans les mains du producteur qui va veiller à ce que le film soit le plus possible rendu. Puisque vous évoquez
le rôle de téléfilm. Moi, je dois vous dire que nos analystes, les gens avec qui on fait affaire, nous, à Téléfilm, qui administrent pour le FMC, le programme, on a une expérience extraordinaire. Ce sont des gens vraiment d'une grande compétence, d'une grande... comment je dirais bien ça? Ils nous appuient, ils veulent qu'on réussisse, ils font tout pour nous aider. C'est vraiment une belle expérience. Contente d'entendre ça, Pauline. Je vais transmettre le message, moi aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, Stéphane, Oui, Ray, Shelley, c'est des gens merveilleux, merveilleux. Pour travailler à Téléfilm, ça prend d'abord et avant tout la passion. Alors après... Mais ça se voit, et ça se voit aussi que ce sont des équipes qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont une complicité entre elles, il n'y a pas d'espèce de renvoi de la balle, puis c'est vraiment, en tout cas, je suis impressionnée. C'est ma première fois, là, puis je suis vraiment impressionnée. Je vais suivre là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on a une très grande liberté de création. C'est sûr qu'on fait des visionnements, on tient au courant tous nos investisseurs publics, là, quand je fais un film 100% canadien. Et pour avoir fait l'expérience en coproduction avec 2 pays que je nommerai pas sur 2 projets complètement différents, j'ai été vraiment surprise d'entendre les commentaires créatifs, dont sur une des coproductions que j'ai fait, nous faire refuser la livraison, nous faire retourner en mix parce que c'était refusé. Le contrôle créatif dans d'autres pays et beaucoup dans les institutions, on s'est fait dire des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vécu en fait comme Canadien. Donc, c'est une nouvelle réalité. Là. On s'en est bien sorti dans les 2 cas, mais c'est intéressant. C'est un défi, en fait. J'aime bien ce mot-là. Nous, on se fait un honneur qu'une fois qu'un film est accepté, qu'on a confiance en l'équipe créative, qu'on a confiance en l'équipe de production. C'est sûr qu'on va au visionnement, on passe des commentaires, on représente l'argent des contribuables, mais ensuite, ça reste que c'est une œuvre du cinéma. On ne parle pas d'un produit à proprement dit, on parle de culture, on parle d'art. Le 7e, n'oublions-le pas, c'est le 7e. Vous avez au Canada quand même un droit d'auteur qui donne le final cut au réalisateur. Est-ce que ce n'est pas le cas au Canada? Non, pas du tout. Non. C'est le final cut au producteur? Pour la plupart des investisseurs. Excuse-moi, c'est clair comme ça. Non, oui, en fait, c'est toi qui peux répondre, Anne-Marie, mais je ne pense pas que... En fait, on peut peut-être pas... Si vous voyez des gens retravailler ensemble, c'est que tout ça a été bien respecté. Voilà. Mais c'est ça, légalement, pour les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, c'est demandé que le Final Cut revienne au producteur pour que le producteur puisse livrer le projet, aussi avec les distributeurs et tout, les diffuseurs, les distributeurs, il faut que le producteur soit en charge de son contenu et puisse livrer ce que les investisseurs... Oui, c'est ça. La réalité, c'est que dans, tout ça se fait peut-être dans un genre d'harmonie, là, où est-ce qu'on réussit à se parler, à se faire des commentaires, à s'entendre, puis à trouver le produit, puis on réussit à avancer dans tout ça sans qu'il y ait trop d'entrechocs. Et dans tout ça, bien, il y a un grand respect, comme vient de dire Marie-France, de Téléfilm et de la SODEC, du cinéma d'auteur. Donc, on fait des commentaires, on pousse... vraiment pour que la vision d'auteur sur laquelle tout le monde s'est entendu, qu'on la voit à l'écran. Mais il n'y a pas... j'ai rarement vu des cas de quelqu'un qui va prendre une position de veto sur une décision pour dire « ben non, mais c'est moi qui décide » et c'est tout. Là. Ça se fait pas vraiment. De toute façon, je dirais que pour un film d'auteur, c'est difficile de commercialiser le film sans l'auteur. Le droit français prévoit d'un commun accord avoir une version approuvée par le producteur et le réalisateur. Donc, mais même s'il n'y avait qu'un final cut du réalisateur, il est évident que si on n'a pas le réalisateur le soir de la première, ça pose quand même un sérieux problème. Donc, c'est sûr qu'il y a un équilibre qui se passe. Écoutez, on arrive au terme de notre conversation. Est-ce que vous avez un pronostic, justement, rapidement, les unes et les autres, sur
sur le financement du cinéma d'auteur, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la manière dont ça se passe? En France, on est souvent assez pessimiste. Hein. Donc C'est votre nature, mon cher. Très, très difficile. Il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus la télévision, Netflix, on ne connaît pas très bien. Donc voilà, donc on est quand même... Alors maintenant, on a Blockfilm, donc ça peut peut-être nous remonter le moral. Alors, il faut changer votre définition du cinéma d'auteur. Ouais. Et en changeant la définition, tout à coup, vous allez devenir extrêmement positif. D'accord. Bravo. Pour élargir la définition, ça va être élargir, positif, ouais. exactement. Ouais. Mais on produit quand même 200 films en France, donc il y en a peut-être beaucoup qui ont du mal à trouver leur marché aussi. Oui, tout à fait. Mais blague à part, le cinéma d'auteur comme le cinéma, que ce soit studio, que ce soit de genre, que ce soit... C'est pas facile. Ça l'a jamais vraiment été. Et là, ça l'est peut-être encore moins un peu. Ouais. Mais ça ne va pas arrêter. Là. On ne va pas arrêter. Et puis, il y a aussi tout un grand nombre de différents formats. Hein. On voit l'ensemble des aides qui sont développées au Canada. On voit des défis différents, mais encore du cinéma d'auteur. Voilà, beaucoup plus démocratique, en fait. Oui, parce que l'accessibilité à la technologie, au mode de distribution et tout ça est facilité en ce moment. Donc, écoutez, plus de voix possibles. Si je peux vous aider avec vos interlocuteurs français, je le ferai bien volontiers. Et ils ont, à mon avis, beaucoup à apprendre de ce qui se passe au Canada, mais on a de tels problèmes en France d'un point de vue structurel dans notre industrie que c'est vrai, l'international n'a jamais été la grande priorité du Centre national du cinéma. J'aurais tendance à dire ça. Voilà. Très bien. Eh ben, je crois qu'on est arrivé au bout de cet entretien. Susanna, alors on n'a pas eu énormément de questions, on a quand même répondu à toutes les questions. J'espère que les réponses ont été satisfaisantes. Je te repasse la parole. Oui, et oui, je pense qu'on ne va pas avoir plus de questions, donc on peut donner pour finir les panels. Je voulais vous remercier vraiment énormément à tous la participation et merci aussi les Fonds Médias Canadiens pour présenter les panels. Et merci Ilan, Pauline, Anne-Marie, Nathalie, Marie-France et Joanne. Merci beaucoup. Et, on continue avec les forums. On a un panel que c'est la distribution et les festivals en ligne, ils sont là et resteront à 11h. Donc j'espère vous voir là. Et merci à tous et bon festival. Bon forum. Merci beaucoup. Merci. À mes panélistes. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes. À bientôt. Bye.